Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. D'abord, elle vulgarise les sciences avec sa chaîne YouTube Syllabus et elle a un objectif, prendre des sujets d'apparence inintéressants pour les rendre passionnants. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle est à côté de moi, à ma droite. Elle a toujours une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus, bonjour. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous raconter, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? De quoi je vais vous raconter? C'est ça. Hein. Je me sentais un peu nostalgique hier, donc j'ai eu envie de faire un tour du côté de ces images qu'on voit tous les jours sans jamais vraiment les regarder, nos fonds d'écran. Et oui, ils sont mi-publics, mi-privés, mi-intimes, mi-standardisés. Ils ont leur propre histoire dont je vais vous parler tout à l'heure, dont je vais vous raconter tout à l'heure. C'est parfait, allez, on est parti. Merci beaucoup, Jeanne. Et puis c'est notre question du jour. Peut-on vraiment enseigner avec l'intelligence artificielle? C'est une question, vous le savez, qui fait débat dans le monde de l'éducation. Certains y voient une révolution pédagogique, un outil puissant pour enseigner, pour motiver, différencier et personnaliser l'apprentissage. D'autres s'inquiètent aussi des dérives possibles, perte d'esprit critique, dépendance à la technologie ou encore inégalité renforcée. Mais il y en a un qui a fait le pari de montrer comment l'IA peut être surtout une alliée précieuse pour les enseignants et les élèves, à condition bien sûr de bien la maîtriser. Et il s'appelle Michael Bertrand. Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, on est très content de vous avoir. Vous êtes enseignant et formateur, auteur de ce livre J'enseigne avec l'IA, publié chez Vuibert, livre dont on va parler dans un instant, si vous voulez bien, juste après le focus. Un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, un master en génie biomédical, un doctorat sur ces mêmes sujets et même le premier prix du concours Ma thèse en 180 secondes en 2012. Alors avec un tel CV, Viviane Lalande aurait pu se diriger vers une carrière toute tracée dans la recherche, mais elle a préféré exprimer son côté créatif et créer sa chaîne YouTube Syllabus en 2013. Et elle est notre focus du jour, signé aujourd'hui Jean Martineau. Aujourd'hui, zoom sur Viviane Lalande, la créatrice de la chaîne YouTube Syllabus, véritable bijou pour les passionnés de sciences. Diplômée de l'Université des technologies de Belfort-Montbéliard, cette docteure en biomécanique combine rigueur scientifique et talent pédagogique en rendant accessible une quantité de notions complexes. Aussi dynamique que chaleureuse, elle captive aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés depuis la création de sa chaîne en 2013. Syllabus, c'est avant tout une vision du monde sous l'angle scientifique. Viviane aborde des sujets variés, allant des phénomènes physiques du quotidien aux grandes questions sociétales comme les changements climatiques ou l'impact des nouvelles technologies. Chaque vidéo regorge d'informations toujours aussi claires que ludiques. Chaque thématique est illustrée par des expériences concrètes ainsi que des animations captivantes. Une touche visuelle qui rend la science vivante et compréhensible pour tous. Est-ce que c'est une légende ou pas que des gens glissent régulièrement sur des pots de banane et tombent du coup? Est-ce qu'en France, une personne est déjà tombée parce qu'elle a marché sur une peau de banane? Enfin, ça me rend fou. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va explorer le mythe et voir si, alors même que c'est pas très glissant de prime abord, est-ce que en réalité c'est très glissant? Et donc on va faire un test de glissitude. Mon Dieu! Allez, ce test de la planche inclinée, il est utilisé pour déterminer quel est le coefficient de friction d'un couple d'objets. Donc ici, la banane et la planche. Donc ça veut dire que techniquement, ma chaussure est plus glissante que la banane. C'est mal parti pour le mythe de la banane qui glisse quand même. Viviane n'hésite pas à s'attaquer également aux enjeux majeurs de notre société, comme l'importance de l'éducation scientifique dans un monde en perpétuelle évolution. Son objectif est simple, montrer que la science peut être un outil puissant pour comprendre et améliorer notre quotidien. Alors si vous aimez apprendre, réfléchir et vous divertir, n'hésitez pas à faire un tour sur Syllabus. La science à la portée de tous, voilà comment résumer la chaîne YouTube de Viviane Lalande, chaîne qui s'inscrit d'ores et déjà comme référence incontournable dans son domaine. Et voilà pour ce focus signé Dylan Kohler et non Jean Martineau aujourd'hui. Allez, autre chose maintenant. Préparer ses cours en quelques minutes, générer des quiz sur mesure, différencier aussi les apprentissages, science-fiction ou nouvelle réalité. Voilà la question qui se pose, qu'on va se poser aujourd'hui avec notre invité aussi. Cette intelligence artificielle, elle s'invite aujourd'hui dans toutes les salles de classe, promettant d'aider les enseignants et les élèves à mieux apprendre. Mais est-ce une aide précieuse ou un mirage technologique? On se pose la question avec notre invité justement dans la première partie du talk.
Notre invité, il connaît ces sujets par cœur, Michaël Bertrand. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, J'enseigne avec l'IA, un guide pratique de l'IA au service de l'enseignant et de l'élève, publié chez Vuibert. Vous êtes aussi enseignant et formateur. Alors comment vous vivez d'abord, peut-être pour commencer, une première question, cette arrivée de l'intelligence artificielle à l'école, elle bouleverse déjà notre quotidien, votre quotidien en tant qu'enseignant ? Alors, c'est une arrivée qui bouleverse notre quotidien depuis déjà plus de 2 ans, en fait, maintenant. Donc, pour moi, ça semble être un sujet acté, maintenant, dans nos salles de classe. Alors, même si, évidemment, on voit des évolutions au fil des mois, à la suite de l'arrivée de ChatGPT, les élèves ont mis quand même quelques semaines avant de se rendre compte de l'arrivée de cet outil, avant de comprendre quelles étaient les potentialités à leurs yeux. Et puis ensuite, évidemment, l'année scolaire 2023-2024 a été un bond en avant où on s'est rendu compte que maintenant, c'était un outil qui était rentré sur les téléphones portables de l'ensemble de nos élèves. Et les derniers chiffres qui ont été donnés par notre ministre de l'Éducation nationale montrent qu'a priori, aujourd'hui, 90% de nos élèves utilisent ChatGPT ou une autre IA générative au quotidien. Oui, c'est conséquent. Alors ça, j'imagine que cette arrivée de l'intelligence artificielle et surtout son déploiement, son développement impose forcément aux enseignants comme vous de revoir les pratiques pédagogiques, la manière de faire, les évaluations, les cours. Tout ça, c'est une révolution pour vous aussi ? Alors les cours, pas forcément au départ, mais en tout cas, la première chose qui a été impactée, c'est le travail en dehors de la salle de classe. Évidemment, aujourd'hui, toute activité doit être revue à la lumière des intelligences artificielles pour essayer de savoir si finalement un élève peut utiliser une IA pour réaliser tel exercice, telle activité en seulement quelques secondes, auquel cas, il faut arrêter tout simplement de donner cette activité à la maison. Et puis ensuite, à l'intérieur de la classe, finalement, pour moi, l'intelligence artificielle est en train de continuer quelque chose qu'on avait déjà vu apparaître avec Internet, avec Wikipédia, c'est-à-dire une volonté de rééquilibrer aujourd'hui l'aspect des connaissances par rapport à celui des compétences. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les connaissances étant de plus en plus accessibles par différents moyens, le rôle de l'école est peut-être d'insister davantage sur l'acquisition de certaines compétences. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut poser de plus en plus des questions de réflexion plus personnelles, spécifiques, auxquelles seul un élève pourrait répondre et pas forcément une intelligence artificielle ? Oui, on doit essayer de développer l'esprit critique, on doit essayer de développer la coopération et donc on va effectivement miser de plus en plus sur la question de la vie personnelle et donc convaincre nos élèves qu'ils doivent mettre en place une argumentation la plus originale possible, en tout cas qu'ils doivent être en mesure de la justifier ensuite en passant à l'oral et pas uniquement à l'écrit. Bien sûr. Est-ce que vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent de détecter si tel ou tel devoir a été réalisé avec l'aide d'une intelligence artificielle ? Alors en fait, on n'a pas besoin d'outils. Vous êtes un détecteur à vous-même. Vous êtes l'outil. En fait, on connaît nos élèves. Donc les outils existent. On a des sociétés qui proposent des outils de repérage de plagiat. Avec le texte. Avec le texte. Avec le texte. Pour un texte émis avec l'assistance de ChatGPT, par exemple. Oui, mais par contre, ils n'ont absolument pas de résultats à 100%. Ça peut nous donner des statistiques, comme avant, on avait des outils utilisés essentiellement à l'université pour repérer le plagiat. Donc ça existe, mais concrètement, on n'en a pas besoin. On connaît nos élèves, on sait ce qu'un élève est capable de faire parce qu'on a lu par ailleurs ses copies en classe, et on voit assez facilement et assez rapidement quelque chose qui a été réalisé par une IA. Comment je suis curieuse de ce sujet-là parce qu'on en parle souvent sur cette émission, mais quels sont les indices qui font qu'on se dit voilà, ça c'est une intelligence artificielle et ça c'est un être humain faillible? Alors déjà quelque chose d'assez simple, les fautes d'orthographe. C'est quand même un gros sujet aujourd'hui dans l'éducation. On sait qu'on a des élèves qui font énormément de fautes d'orthographe. Quand on reçoit un texte qui est parfait du point de vue de l'orthographe, de la grammaire, on commence déjà à avoir quelques petites questions. Et puis ensuite, tout simplement, la façon dont les formulations sont faites. Alors, ensuite, éventuellement, on a l'expérience. C'est-à-dire que, utilisant à titre personnel l'IA au quotidien, on commence au bout d'un moment à voir les tournures de phrases qui reviennent très très régulièrement. Ah oui.
Il y a quand même une sorte de, comment on appelle ça, de pattern, vous arrivez quand même à détecter l'intelligence artificielle de plus en plus, parce qu'en fait, elle est faillible et... Assez facilement. Assez facilement. Ouais. Alors, est-ce que c'est mal d'utiliser justement l'intelligence artificielle comme soutien à ses cours, ses devoirs en tant qu'élève? Parce que certains pourraient vous dire aussi que c'est un formidable outil pédagogique. Ah, mais je considère que c'est un formidable outil pédagogique. En fait, le réflexe qu'on a en ce moment avec l'intelligence artificielle, c'est le même qu'on a eu avec le cinéma, avec la radio, avec Internet. On pourrait même remonter au livre, en fait. On a aussi certains écrits qui nous montrent que le livre a eu un impact assez important sur l'éducation et notre considération face à l'éducation. Donc l'intelligence artificielle, oui, nous fait peur, oui, nous impacte, oui, nous invite à nous repositionner en tant qu'enseignants, mais une fois qu'on commence à se poser un petit peu, à réfléchir à ces usages pédagogiques, on se rend compte que ça peut nous être utile. Ouais. Oui, notamment à ces élèves qui peuvent, et on le voit régulièrement dans l'émission comme ailleurs dans les médias, se créer des outils, des quiz pour réviser par eux-mêmes, s'assurer qu'ils ont bien appris et tout compris d'une séance de cours sur lesquelles ils seraient peut-être bientôt évalués. Vous enseignez justement à ces enseignants, vous leur apprenez à comment s'adresser à l'intelligence artificielle, à préparer leurs cours, à créer des activités aussi pour les élèves. Tout ça, c'est une sorte de Bible pour eux. Est-ce que ça manque encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas tellement de formation qui existe d'un point de vue de l'éducation nationale, formation qui est proposée aux enseignants pour enseigner avec l'intelligence artificielle? Alors, les formations sont en train d'arriver. Moi, j'ai l'occasion d'en donner depuis 2 ans maintenant. Canopé fournit également une offre de formation assez conséquente sur l'intelligence artificielle et dans différentes académies, les EAFC, etc., propose des choses. Maintenant, la demande est tellement forte et le besoin étant ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, il faudrait qu'on monte quand même très, très sérieusement en gamme et en proposition. C'est visiblement les orientations qui sont en train d'être prises au niveau du ministère. Certaines académies prennent les devants. J'ai vu, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, la mise en place d'un groupe de travail intelligence artificielle dans une académie, l'académie de Toulouse. Donc c'est en train, petit à petit, de se mettre en place. Mais on a encore énormément de travail. Et ben justement, on va continuer à en parler parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on doit aborder avec vous. Mickaël, d'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Michaël Bertrand. On va continuer à parler de l'enseignement avec l'intelligence artificielle avec vous dans un instant. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui d'images qu'on voit tous les jours sur nos écrans et pour autant on ne les regarde jamais vraiment, c'est bien dommage. On parle de nos fonds d'écran sur lesquels vous avez eu envie de vous pencher et de vous arrêter aujourd'hui. Absolument, équivalent digital des photographies papier qu'on installe encadrées sur son petit bureau. Les fonds d'écran ont une existence ambiguë dans nos vies. Plus d'1 milliard par exemple de personnes selon Microsoft connaît Bliss. Bliss, cette image Madeleine de Proust, dont le titre signifie félicité, mais peu de gens savent qu'elle a été prise dans des vignobles californiens, dont une épidémie de phylloxéra avait décimé les cultures, malheur pour les uns, bonheur pour le photographe, qui a pu créer cette image à l'aspect lisse, proche du flat design des débuts de l'informatique, avec ces deux blocs monochromes bleu et vert, comme aux couleurs de Windows, qui, par ces nuages mouchetés, prolongeaient le fond d'écran précédent de Windows 95, où le logo paraît de ses couleurs primaires exprimant l'inclusivité se détacher comme ça sur cet éther infini des débuts de l'informatique. Alors est-ce qu'en inventant ces premiers fonds d'écran absolument iconiques, Microsoft donne aussi naissance quelque part à une esthétique particulière? Alors cette félicité de Bliss donne en effet le ton et aujourd'hui c'est au sein de paysages monumentaux, eh bien, on reconnaît le prolongement de ces fondamentaux, le respect des principes de composition photo en 3 bandeaux, ici arbres, montagnes, cieux, ménageant au centre un point de fuite qui correspond à la nature de tremplin ou de seuil entre réel et virtuel de ces images, faisant le choix de milieux de vie non marqués par la présence de l'homme, des sommets de montagne, des canyons, des forêts millénaires. Tout ça est en droite ligne avec une histoire de la peinture de paysage américaine du 19e siècle qui évoque là aussi ces terres vierges de l'ouest des États-Unis à conquérir comme le continent du digital. Et ce sens du voyage initiatique continue de faire rêver. Il l'a fait rêver 3 youtubeurs qui ont fait le buzz, peut-être les avez-vous vus à l'époque, en essayant de refotographier les fonds d'écran de Yosemite ou El Capitan et consorts. Et pour ça, ils ont fait un road trip absolument fascinant à travers toute la Californie pour retrouver les endroits exacts, pour retrouver les luminosités rasantes qui vont faire naître les clairs-obscurs ou encore les cadres de composition parfaits et identiques qui vont rendre la grandeur et le sublime des lieux. Ça me plairait bien d'aller photographier les fonds d'écran. Mais il fait très chaud et c'est très complexe. C'est vrai. Ils vont dans un désert, dans les galères en vrai. Je peux tout. Bon, est-ce que le choix qu'on fait de nos fonds d'écran dit un peu plus sur qui on est? En d'autres mots, quel est ton fond d'écran et je te dirai qui tu es? Eh bien, écoute, Philippine, je ne vous dirai pas quel est mon fond d'écran. Aïe, aïe, aïe. C'est une sorte de petit animal très mignon. C'est ce que je suis. L'artiste français, en tout cas Antoine Poncé, parle du fond d'écran comme d'un musée individuel avec une seule image. Et nombreux sont les sites en ligne qui proposent des banques de fonds d'écran, d'où se dessinent 2 tendances, selon moi, celle qu'on vient de voir avec les grands paysages monumentaux, et celle des fonds d'écran plutôt colorés et abstraits. Et là, des visuels comme ceux de Peter Brenger ou de Harry Winkle peuvent être cités, dont vont se dégager une esthétique très californienne, héritière du Vaporwave, cette esthétique lounge acidulée née sur les internets dans les années 2010, et dont en fait, dans chacune de ces images, la richesse visuelle, la qualité de définition, le degré de détail, tout ça va incarner une esthétique du luxe technologique dont se réclament les géants de l'informatique. Alors, vous parliez tout à l'heure de musée personnel. Est-ce que ce type justement de support, Jeanne, intéresse les artistes contemporains ou est-ce que le domaine reste encore réservé aujourd'hui aux photographes de paysages ou aux graphistes? Alors, peu connu et pourtant historique. Un cliché à immortaliser Andy Warhol, le pape du pop, toujours en avance sur son temps, alors qu'il prévoyait en 1985 l'avènement de la personnalisation de l'ordinateur individuel avec ce portrait de la chanteuse de Blondie. Fait avec la manière qu'on connaît tous de ces sérigraphies, et c'est bien dans cette même lignée que se situe la galerie anglaise qui s'appelle Sedition, qui compare ses œuvres d'art numériques qu'elle propose à la vente, à la sérigraphie ou à la gravure de l'ère papier d'hier, et propose de les exposer en fait dans des cadres de pixels, d'en faire une curation en faisant des sélections d'images qui vont correspondre à un moment, un dîner, une réception, que sais-je, mais en restant dans l'économie de ces cadres futiles de pixels. Eh bien, cette galerie et ses œuvres ne font peut-être pas le pas que franchit un artiste turc qui s'appelle Refik Anadol, dont on a parlé sur ce plateau, lui, avec son esthétique héritière
héritières des économiseurs d'écran, avec leur fluidité colorée, hypnotique, ici boostée à l'IA, nous montrent bien en fait, qu'il s'agit peut-être plus tant d'être face à des fonds d'écran que d'être au fond même de nos écrans qui nous entourent, qui nous immergent et qui correspondent à ce qu'on pourrait identifier comme un nouveau régime du regard qui, en fait, va nous faire passer d'une esthétique focalisée, de l'ère de l'image, tableau ou fenêtre ouverte sur le monde, à une esthétique que certains critiques d'art aujourd'hui appellent une esthétique de la distraction. Oh là là, on en apprend toujours énormément avec vous. Moi, j'ai mon chien en fond d'écran. C'est vrai ouais. Bah, ça nous dit qu'il Elle est aussi chou que vous. Ouais, voilà. Ouais. Moi, j'aimerais bien mettre votre chien sur mon fond d'écran. On va faire ça. Ça coûte cher, un fond d'écran avec mon chien, je vous promets. Bon, allez, merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. Et on lance ensemble la deuxième partie du talk. Au-delà de parler de mon chien qui n'intéresse absolument personne, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, l'intelligence artificielle. Jeanne en a parlé dans sa chronique, on y revient avec vous. Mickaël Bertrand, enseignant et formateur, auteur de ce livre « J'enseigne avec l'intelligence artificielle » chez Viber, un guide pratique de l'IA au service de l'enseignant et de l'élève. Alors c'est vrai que l'actualité ne cesse de mettre en lumière un décalage générationnel sur l'IA entre les élèves qui sont de plus en plus à l'aise et des enseignants qui le sont peut-être un peu moins, qui peut-être sous-estiment ou ne connaissent pas assez son potentiel, ses usages. Comment on peut combler aujourd'hui ce fossé générationnel? Vous me dites que tout le monde achète mon livre, bien sûr, et vous auriez raison, mais est-ce que on parlait du sujet de formation tout à l'heure, avant la chronique de Jeanne. Pour vous, ça passe par là? Est-ce que la formation, elle est aussi individuelle et ces enseignants tentent ou doivent, par faute de moyens, se former eux-mêmes? Alors, se former eux-mêmes, non. Qu'ils soient formés par leur employeur, oui. Toute proportion gardée, moi je considère qu'on a un enjeu là absolument gigantesque de formation. Il va falloir qu'on aille assez vite, justement, parce que le décalage générationnel, vous l'avez dit, il est déjà là. Et on est capable de le faire. On a mis en place dans l'éducation nationale ces dernières années un plan de formation sur laïcité et valeurs de la République, qui est une grande réussite. En 4 ans, on a formé quasiment l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et il me semble que le plan, d'ailleurs, était très très bien monté, puisqu'il permettait d'avoir une formation avec une initiative nationale, des orientations, puis ensuite une mise en œuvre au niveau académique, avec des formateurs académiques et des formations en établissement. Et c'est clairement ce dont les collègues ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire se retrouver à l'intérieur de leurs établissements pour discuter de la situation, puisque les problématiques ne sont pas exactement les mêmes en collège et en lycée, et ensuite essayer de voir comment est-ce qu'on se positionne et faire ensuite de la formation par les pairs. Alors, est-ce que vous rencontrez aussi malgré tout des enseignants qui ont peur de cette intelligence artificielle ou qui en sont réfractaires d'une manière ou d'une autre? Alors oui, et alors je distingue ceux qui ont peur de ceux qui sont réfractaires. Ceux qui sont réfractaires, souvent le sont pour des raisons écologiques, et clairement ça peut se comprendre, et il va falloir qu'on en discute sérieusement, et d'ailleurs c'est une demande très très forte de la part des élèves aussi, que l'on discute de ces implications environnementales, sociales, politiques, géopolitiques de l'intelligence artificielle. Donc on peut faire une culture de l'IA qui ne passe pas uniquement par l'initiation à l'outil. Et puis ensuite, il y en a qui aujourd'hui ont peur d'être remplacés. Alors moi je considère que clairement on en est très 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 loin. On ne remplace pas les compétences et l'expertise professionnelle d'un enseignant avec un ordinateur et avec un algorithme aussi puissant soit-il, mais encore faut-il être capable d'accepter et d'être formé pour faire évoluer son enseignement au nouveau contexte culturel et technologique qui est le nôtre aujourd'hui. Récemment, il y a eu le sommet de l'intelligence artificielle en France, au Grand Palais. Est-ce que vous avez suivi cet événement? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui a été décidé, dit, évoqué lors de cet événement dans le cadre de l'éducation?
Alors, dans le cadre de l'éducation, pas grand-chose. c'est ça. Voilà, on n'en a quand même pas beaucoup discuté. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a organisé des rencontres en amont du sommet de l'intelligence artificielle, où certaines choses intéressantes ont été dites et une prise de parole très attendue de la ministre de l'Éducation nationale a eu lieu. Mais pendant le sommet, j'ai été quand même assez déçu par l'inexistence de la question de l'éducation, alors que ce sont des choses qui sont discutées notamment au sein de l'UNESCO depuis déjà de très nombreuses années et avant même l'apparition de ChatGPT en ligne. Ouais. Donc, vous estimez aujourd'hui que ce sujet de l'éducation dans l'intelligence artificielle, il reste toujours secondaire dans cette discussion? En ce moment, on est beaucoup sur des questions géopolitiques, sur des questions technologiques, de financement, et hélas, pas encore pour le moment sur des questions de formation dans l'éducation et d'ailleurs en dehors de l'éducation. On a également énormément de salariés dans de très nombreux domaines qui sont en demande de formation et d'information. Quels sont les grands défis que l'intelligence artificielle éducative, ou au service de l'éducation du moins, doit relever aujourd'hui en France et dans le monde? 2 points. Le côté le plus positif, il porte sur les questions de la différenciation, de l'inclusion. C'est un sujet dont on parle beaucoup, y compris chez School TV, très régulièrement, parce que c'est un défi gigantesque que l'éducation nationale a à relever. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, apporte des réponses, nous permet d'adapter certaines activités. Alors, à condition, encore une fois, de ne pas laisser une intelligence artificielle décider toute seule. Seuls les enseignants et les équipes éducatives de manière générale peuvent faire le diagnostic des besoins d'un élève et toujours le challenger pour lui permettre de progresser et de continuer à apprendre. Donc ça, c'est vraiment le côté positif et très pragmatique. Ensuite, on a évidemment un défi de formation à l'esprit critique. Ces outils existent, ces outils sont là, ces outils aujourd'hui ont été appropriés par nos élèves. Maintenant, il va falloir qu'on leur apporte ce que le ministère appelle désormais une culture de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on comprenne comment ça marche, il faut qu'on comprenne les atouts, mais il faut aussi qu'on en comprenne les limites, et il y en existe énormément. Alors, est-ce qu'avec tout ça, et tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, la France peut, selon vous, devenir un leader en matière d'intelligence artificielle dans l'éducation? Ou est-ce qu'on a encore un peu de boulot? Sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que justement, d'un point de vue technique, on a de très très belles EdTech et on a l'habitude de travailler en bonne intelligence entre l'éducation nationale et les EdTech. Et puis ensuite, on a de très bons philosophes, sociologues qui réfléchissent à ces questions. Moi, sur ces questions, je renvoie très très régulièrement notamment à ce que nous a enseigné Michel Serres avec Petite Poussette et d'autres ouvrages. Relire Michel Serres aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, ça reste toujours passionnant et ça nous permet de mettre un peu en perspective des discours parfois un peu trop enthousiastes ou catastrophistes sur ces nouvelles technologies. C'est vrai que c'est souvent blanc ou noir, il n'y a pas forcément de milieu avec l'intelligence artificielle. Alors, si on fait un petit saut dans le temps, si on se projette dans 10 ans, à quoi ressemblera une salle de classe intégrant pleinement l'intelligence artificielle, selon vous? Alors pour moi, la salle de classe n'aura pas énormément évolué dans son organisation. Alors encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est une salle de classe aujourd'hui. Est-ce que c'est en autobus? Est-ce que c'est avec des îlots? Et en fait, aujourd'hui, on a une diversité d'organisations qui existe. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est plutôt sur la forme scolaire qu'on risque d'avoir des modifications. C'est-à-dire, est-ce le planning d'un élève qui vient à l'école le matin de 8h jusqu'à 18h avec énormément d'heures de cours, ça va rester comme ça? Ou est-ce qu'il y aura des moments de travail en groupe, de travail en autonomie dans une salle informatique, pour ensuite se donner rendez-vous dans une salle pour discuter, pour mettre en œuvre? Et les programmes
Aujourd'hui, les programmes ont vraiment besoin d'être revus parce que ces programmes doivent refléter les besoins de notre société pour la formation des citoyens dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Mickaël Bertrand. Je rappelle votre livre « J'enseigne avec l'intelligence artificielle » disponible dès aujourd'hui, bien sûr, chez Vibert. Merci à vous aussi, Jeanne, d'avoir été parmi nous. C'est toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission ainsi qu'à toute la régie. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.